vision, et je cite, « Le dialogue des cultures sur un pied d'égalité, l'originalité des États, les civilisations différentes. » Et il adopte la devise « égalité, complémentarité, solidarité ». Une vision, mais aussi ô combien une prémonition, plus que jamais d'actualité. La diversité culturelle était également au cœur des convictions de ceux que l'on nomme les pères fondateurs de la francophonie. Norodom Sihanouk, Habib Bourguiba, Amani Diori et Léopold Sédar Senghor. Le président poète Senghor aimait à rappeler, avec une dose savante de pragmatisme, que la culture est au commencement et à la fin du développement. Quelle que soit la qualité des instruments tels que cette convention et des institutions qui les portent à l'international, rien ne peut se substituer aux politiques culturelles des États. Les États doivent véritablement, à un moment donné ou à un autre, prendre conscience que la culture fait partie de la base fondamentale de la création de l'État moderne. C'est-à-dire que quand on parle d'économie, on doit parler culture. Il ne peut pas y avoir d'avenir sans culture. Donc c'est les États, chacun où qu'ils se trouvent, qui doivent bâtir une véritable politique culturelle avec une vision qui s'inscrit dans la durée. C'est pas sur 5 ans ou sur 7 ans, le temps d'une mandature, c'est sur des dizaines et des dizaines d'années qu'on arrive à bâtir une véritable politique culturelle pour les générations qui se suivent. Je vais parler un peu de, justement, côté expérience de développement d'une plateforme de streaming comme Netflix. Avant ça, j'étais chez Deezer, dans la musique, donc j'ai vu un peu toutes les peurs que peuvent créer un peu la révolution numérique un peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, moi, depuis 10 ans que je suis dans ce métier-là, j'ai vu que l'utilisation de ces plateformes ont développé plutôt de l'usage, les gens ont passé beaucoup plus de temps à regarder ou à écouter de la musique d'une façon légale, donc ce qui a diminué, on l'a vu, le téléchargement illégal, qui est un autre sujet, mais qui est important. Donc ça, il y a un côté éducatif. Et après, ce qui est intéressant, c'est aussi, nous on le voit dans la diffusion qu'on a en Europe, par exemple, hein, où, Netflix n'a pas tué, n'a pas détruit toute autre dimension culturelle ou initiative. Au contraire, je pense que c'est un modèle qui s'adapte à une technologie, à une façon de consommer des gens. Et ce qui je trouve intéressant, c'est de regarder comment c'est complémentaire avec d'autres types d'initiatives culturelles. Un système de streaming, on le voit, les gens continuent à télécharger des films en propre, à aller au cinéma. Dans la musique, quand j'étais chez Deezer, les gens allaient encore plus voir des spectacles vivants et allaient encore plus dans les salles. Donc je trouve ça aussi intéressant. Et nous, on leur a amené une facilité de pouvoir continuer à écouter l'artiste qu'ils ont aimé en scène sur leur mobile ou sur leur tablette ou dans leur voiture, dans leur train. L'idée, elle est que c'est assez complémentaire. Ouais. Et une question, vous me direz si elle est pertinente, impertinente ou tout à fait idiote, hein. Dès lors que l'on cède, dès lors que Nabil Ayouch demain vous céderait l'intégralité pour un temps X des droits et propriétés de diffusion de son film, est-ce que son film ou ses films seraient encore en mesure d'être projetés par ses soins dans un centre culturel à Fès, à Tanger, à Casa ou ailleurs, de manière financièrement abordable pour le public qu'il vise? Alors, j'ai pas toutes les connaissances de quelque part la distribution au Maroc. En France, comme vous le savez, il y a la chronologie des médias. Ailleurs dans le monde, chaque État a mis en place une certaine façon de diffuser les contenus. Après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est évidemment ce que je vous disais, qu'il y a une complémentarité entre la salle, la télé et la diffusion. Mais à quel prix? Mais ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que des plateformes musicales, vidéo, etc., ce qu'elles apportent, et c'est moi ce que je souhaiterais, c'est de se dire qu'un film peut aujourd'hui être créé au Maroc et être diffusé dans le monde entier. Et il n'y a plus de sujet de se dire je vais négocier dans telle salle, dans telle salle, dans telle salle par pays, etc., etc. En fait, quand c'est mis sur une plateforme musicale
ou vidéo, vous êtes au Brésil, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Thaïlande, vous avez envie de voir le film, vous avez une occasion. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est là où la culture fait une certaine, le bon côté de la mondialisation, c'est-à-dire qu'un Français va pouvoir découvrir une musique brésilienne et réciproquement. Et je trouve qu'on l'a vu, moi je l'ai vu dans l'usage, les gens le font. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment un accès à tout, et je trouve que ça c'est très intéressant. On va ouvrir dans un instant progressivement le débat. Je me tourne donc déjà vers Jean-Paul Philippot. Jean-Paul Philippot, réaction j'imagine à ceci. Est-ce qu'une plateforme, l'idée d'une plateforme, dans des secteurs comme le vôtre, soit à la TVF ou à l'UR, vous le cultivez aussi, mais est-ce que les plateformes auxquelles vous songez craignent les plateformes privées de type Netflix? La première chose peut-être, c'est de rappeler la formidable opportunité des outils numériques. Comme vous le disiez, le numérique, ça nous permet de faire des bonds dans l'espace, ça permet de nous affranchir d'un certain nombre d'infrastructures très lourdes, très chères, et dont des pans entiers de la société ne bénéficient pas. Donc c'est un formidable outil de communication, ça peut être un formidable outil de promotion de la diversité. La question est une question, à un moment donné, de rapport, comme on le disait ce matin, entre la dimension économique et la dimension sociale. Et j'étais heureux de le réentendre ce matin. Dans la notion de diversité, il y a la reconnaissance fondamentale que la culture et les cultures ont un pan économique, mais il y a un pan qui est ancré dans le projet de société, dans le vivre ensemble. Et le deuxième élément, la deuxième condition de l'utilisation vertueuse de ces plateformes et de ces outils numériques, c'est le cadre réglementaire dans lequel on fonctionne. Netflix est un très bel outil et c'est une très belle idée. Là où, en tant que producteur, opérateur public européen, j'ai des éléments d'inquiétude, et donc ça renvoie au cadre et à la nécessité d'une convention comme la convention de l'UNESCO, mais ça renvoie aussi au challenge de l'accord qui est en train de se négocier entre les États-Unis, puissance économique, culturelle majeure dans le monde, et l'Europe, puissance de la diversité culturelle majeure dans le monde. Donc on balance bien les deux intérêts. Le cadre aujourd'hui est un cadre qui n'est pas totalement symétrique. Et ce n'est pas une critique, mais les propos des responsables de Netflix sont des propos qui sont des propos sur le plan économique qui sont conquérants. Ce n'est pas une critique, c'est une réalité. Le CEO de Netflix dit le futur de l'audiovisuel, c'est plus la télévision linéaire, c'est nous. Et la télévision linéaire aura disparu dans X années. Il n'y a rien de scandaleux là-dedans. Là où le problème se pose, et se pose avec une certaine acuité, et interpelle le cadre réglementaire, et interpelle la finalité d'un traité transatlantique, par exemple, c'est lorsque, aux États-Unis, il y a entre Netflix et des opérateurs de réseaux numériques des accords qui se passent pour garantir un confort de consommation aux clients Netflix au détriment des autres. On y répond par quoi? On y répond par un principe de neutralité du net. Ce principe est un principe qui aujourd'hui est reconnu aux États-Unis, que le Parlement européen a reconnu, mais qui est un combat dans lequel les rapports économiques sont très dissymétriques, et donc il y a vraiment un point de défense. Les éléments relatifs aux obligations, au cadre dans lequel un opérateur international s'engage à l'obligation d'investir dans des productions locales, et on l'a vu notamment en France, où le débat a été un petit peu enterré, dans la mesure, Netflix n'étant pas une société de droit français, s'est mis derrière son statut international pour échapper à des obligations auxquelles l'ensemble des opérateurs locaux souscrivent. Et puis, il y a des questions aujourd'hui liées à la protection des données individuelles et l'usage que l'on en fait. Donc, Netflix est une formidable plateforme de promotion. Et ça peut être un outil très complémentaire avec lequel on peut avoir des accords vertueux, mais si ça se fait dans un cadre qui offre à tous les acteurs les conditions de la compétition qui sont des conditions équitables. Exemple récent, en Allemagne, des opérateurs publics et privés audiovisuels ont souhaité ensemble créer une plateforme
pour diffuser leur contenu audiovisuel. La Commission européenne y a mis le haut là pour des questions de concurrence. Lorsque Netflix est arrivé en Allemagne, ces mêmes questions n'ont pas pu être mises à l'ordre du jour. Donc que le cadre soit un cadre équitable et que les conditions de l'écosystème de la diversité culturelle qui offre aux États la liberté de prendre des initiatives sur le plan régulatoire et financier pour soutenir la création locale et la diffusion d'œuvres dans leur diversité puissent être applicables à tous les acteurs. Les pressions que les gouvernements peuvent mettre sur la liberté d'une salle d'édition. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un professeur de Harvard dans une conférence il y a 2 ans. Il dit « L'homme le plus puissant des États-Unis aujourd'hui, c'est le responsable de l'algorithme de Facebook. » C'est un fait, et il y a, je pense, un espace de réflexion pour, d'une part, garantir une forme de transparence, et d'autre part, de mettre un certain nombre de balises. Balises qui, dans nos métiers, sont bien connues. Nous, en tant qu'opérateurs publics et privés, de radio, de télévision, on satisfait à des notions de quotas pour garantir à l'antenne des formes de diversité. Dans l'espace numérique, il n'y a plus de quotas, mais il y a une machine à produire une grille de propositions dont on va devoir découvrir la manière, non pas de la limiter, mais d'en assurer en tout cas un cadre qui est conforme aux valeurs citoyennes que l'on cherche à promouvoir. Les entreprises, soit Internet, soit les entreprises audiovisuelles, qui faisaient les mêmes activités et qui allaient sur les mêmes recettes, que ce soit les recettes publicitaires ou les recettes d'abonnement. Donc on a en gros Amazon, voilà, oui, ou Apple et tout ça. Et donc on a construit des monstres qui se sont super bien installés. Apple a, je crois, 260 milliards de dollars aux îles Vierges, et toute une partie de ces milliards de dollars, ce sont des sommes qui ont échappé au fisc européen. Et bien évidemment, ce sont nous tous, les citoyens européens, qui avons payé la différence. Parce qu'à partir du moment où certains qui gagnent beaucoup d'argent ne payent pas leurs impôts, les autres les payent. C'est exactement la même chose pour les contributions culturelles. En France, on a un système assez sophistiqué de contributions culturelles. Les chaînes de télévision payent, les distributeurs payent, les opérateurs de vidéo à la demande par Internet, par abonnement ou à l'acte payent, mais il y a quelques entreprises qui ne payent pas. Netflix, parce qu'ils sont installés en Hollande, Apple, parce qu'ils sont installés au Luxembourg, Google et les autres, parce qu'ils peuvent être en Irlande. Parce que d'ailleurs, il y a 3 pays spécialistes de ça, l'Irlande, le Luxembourg et la Hollande, avec un système de double sandwich fiscal, enfin, qui a été bien expliqué par des parlementaires français. Donc ces systèmes-là se sont développés. On ne peut pas leur reprocher d'avoir été très inventifs en matière de fiscalité. Ils ont été aussi inventifs en matière de fiscalité qu'en matière de technologie. Et la fiscalité, c'est quand même la base de la concurrence loyale. Donc ce sont des entreprises déloyales, mais pas de leur faute, de notre faute, puisque nous avons été incapables de construire ce cadre. Ce que j'ai entendu aussi sur l'exception culturelle, ce n'est pas le droit qui nous protège. L'exception culturelle, c'est un combat. L'Europe a ratifié la Convention UNESCO, tous les pays européens l'ont ratifié, et puis on a vu en 2013 une Commission européenne, présidée par M. Barroso, qui était prête à mettre la culture dans la négociation, qui avait d'ailleurs lâché à Obama la culture dans la négociation. Il a fallu que le Parlement européen se dresse contre ça, il a fallu que la France, et je remercie le président de la République française de l'avoir fait de façon très ferme, avec quelques autres pays, la Belgique en particulier, quelques commissaires qui étaient contre, se dressent pour empêcher ça. Mais ça montre que l'exception culturelle est toujours menacée. Actuellement, dans les négociations transatlantiques, à la suite du mandat de négociation, l'audiovisuel n'est pas inclus. Alors on dit il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a même plus avant, on a rappelé l'esprit de Mons, 93. Moi je me souviens également qu'en 93, il y avait eu une réunion un sommet de la francophonie qui s'était tenu à l'île Maurice. J'étais à l'époque porte-parole du président Mitterrand. Et où on avait adopté une résolution, c'était une des premières pour la francophonie, demandant justement, enfin posant le principe de l'exception culturelle et disant que les biens et services culturels n'étaient pas une marchandise comme les autres. Donc c'est une vieille histoire, une préhistoire, tout ça, et ensuite on a repris ça à l'UNESCO. C'est une convention qui aujourd'hui est complètement inscrite dans le paysage, hein, vous le voyez bien, y compris à travers les polémiques auxquelles elle donne lieu.
mais c'est quelque chose qui n'est pas tombé du ciel tout cuit. Hein. Je veux dire, ça a été le résultat d'un combat important et de la capacité de ceux qui soutenaient ce projet à créer une proposition qui soit largement fédératrice. Et fédératrice non seulement des États et des sociétés civiles, mais également du Nord et du Sud. Parce qu'au départ, c'est vrai que même cette notion d'exception culturelle donnait un peu l'idée que quelques pays, et notamment quelques pays européens, défendaient les intérêts de leurs industries culturelles. Et puis, une grande émotion de ce que j'ai vécu hier à Artothèque. Je ne connaissais même pas les termes en France. Je dois vous dire, avec mon réflexe et mon accent grec, que artos en grec veut dire pain. Donc pour moi, c'était une sorte de boulangerie pour l'âme, Artothèque. Donc ça veut dire que le numérique doit nous donner une énorme chance, une nouvelle chance pour que les 5 maillons de la Convention, qui ne sont pas toujours mis en valeur en réciprocité, à savoir la création, la distribution et diffusion, l'accès et la jouissance, on oublie la jouissance qui se fait par l'éducation et par le contact. Donc, il faut qu'on revoie le numérique comme une énorme plateforme qui commence à Mons avec cette artothèque magnifique et qui nous interpelle à l'UNESCO ou ailleurs à revoir nos fonds de tiroirs, parce qu'on a vu hier que 50 000 objets qui font partie des choses non exposées dans les musées peuvent être visités. Vous vous rendez compte, si tous les fonds de tiroirs du monde de la culture seraient mis en vitrine pour que tout le monde jouisse, je suis sûre que le génie humain serait beaucoup plus important et il se peut qu'un indicateur, enfin, pour le développement qualitatif cette fois-ci, puisse avoir le jour. Bonne fête à la Convention. Il faut agir, il ne faut pas seulement dire, il faut agir. Et moi, ce qui m'inquiète, très franchement, c'est ce que j'ai entendu ce matin du RIGDEC par rapport aux accords de commerce internationaux. C'était à cela que je voulais aussi que l'on en arrive, si vous voulez bien. Il y a à la fois ce cri d'alarme qui est lancé, qui a été relayé par Joël Milquet également il y a un instant, qui parlait du sommet de l'opacité dans un certain nombre de négociations en cours, et c'est peu de le dire. Ici, ce thème particulier aussi s'intéresse bien sûr encore aux créateurs, mais aussi au public. On en a déjà évidemment parlé ce matin, mais quelle peut être la force de conviction que l'on peut développer, parce que sans l'apport certainement, mais l'appui du public, il y a fort à parier qu'on n'y arrivera pas. Ça, c'est le grand défi. Bien évidemment que la société civile, Mme Milquet en a aussi parlé tout à l'heure, la société civile a été extrêmement utile, et sans la société civile, c'est-à-dire cette alliance-là qui était très très forte entre la société civile et les gouvernements, jamais on serait arrivé au résultat qu'on a connu en 2005. Mais c'est évident que moi, je plaide depuis très longtemps pour que les accords de commerce internationaux, entre autres, soient débattus publiquement. Ce n'est pas le cas. Là, le premier ministre désigné du Canada vient d'annoncer, me disait-on tantôt, que le 4 novembre, il va rendre public, nous, on a un nouvel accord en négociation actuellement, mais qui a déjà été signé, mais qui n'est pas ratifié, avec les pays transpacifiques, l'AIPI, donc du Pacifique. Yvan Bernier a fait état des 12 pays en cause tout à l'heure. Alors, on n'en sait rien, tout ce qu'on connaît, c'est la propagande gouvernementale. Et ça, je m'y oppose fermement, mais le nouveau premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé qu'il y aurait un débat. Il faut un débat ouvert, il faut un débat public, et là, que l'on puisse en débattre et en discuter, parce que sinon, les populations n'adhéreront jamais à ce dont on parle et ce dont on discute. Moi, je vais vous dire une chose qui me renverse, là, c'est à se jeter par terre, c'est d'entendre que l'Union européenne, dans sa négociation avec le Canada, parce que c'est toujours pas ratifié ça non plus, hein, l'entente Canada-Union européenne, est signée, adoptée, mais n'a pas été ratifiée par aucun des pays de l'Union européenne, ni par le Canada d'ailleurs. Et là, quand j'entends que l'Union européenne décide qu'il n'y a que l'audiovisuel qui compte parmi les industries culturelles, et que c'est un pays signataire de la Convention, et que le Canada et le Québec acceptent, eux,
qu'il n'y ait pas d'exemption générale, mais qu'il y ait qu'une exemption, des exemptions chapitre par chapitre. Mais semble-t-il qu'on en a oublié un qui concerne le livre, justement. Au moins, on peut se poser la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Moi, évidemment, je me fie à mes amis de l'Université Laval, qui est mon alma mater, d'ailleurs, et par conséquent, j'imagine que ce qu'ils nous ont dit, c'est la réalité, c'est la vérité. Eh bien, on verra à l'usage, mais de toute manière, il faut se poser ces questions-là, et moi, je les pose à l'Union européenne. Comment se fait-il qu'il y a que l'audiovisuel qui compte, et non pas les autres industries culturelles dans nos négociations entre nous? Alors, voilà. Et cette jeune génération-là a besoin aussi d'être briefée. Cette jeune génération a besoin de comprendre, d'entendre tout cela, pour que demain, les mêmes choses qui sont en train d'être... Exactement, et le numérique a été une occasion formidable, est une occasion formidable pour le cinéma africain en termes de production, on ne parle pas de diffusion, oui. Et il faut reconnaître que la révolution burkinabé est un enfant de cette révolution numérique. Pourquoi? Parce que dès le départ de la révolution burkinabé, les cinéastes se sont mis, ont été la chambre d'écho. Tout de suite, tous les jours, on voyait, ils avaient des équipes partout, et tous les jours, on avait la chronique de ce qui se passait. Et ils ont fait des films. Donc déjà, la deuxième révolution burkinabé, le film est déjà diffusé. J'ai assisté à Ouagadougou devant 5000 personnes sur une place publique sur la chronique de leur révolution. C'est quand même extraordinaire. Donc, c'est vrai que cet outil, en soi, l'outil, c'est un outil. Après, il y a des rapports de force qui s'instaurent, mais il peut être utilisé à très bon escient par tous les cinéastes de par le monde et surtout par les pays du Sud. Dans un instant, je vais proposer d'ailleurs à Nabil Yaouch et à notre dernier invité aussi un... À condition que, contrairement à ce qui se passe dans certains pays, bien sur mon cher pays, le Congo, nous n'ayons pas la coupure, parce que cet outil est dans les mains, encore lors des élections, où on a la coupure du signal Internet, on a la coupure des GSM, et des SMS, voilà. Et il y a plus le crédit de communication. Absolument. Donc c'est un outil, c'est un robinet. Donc la production est une chose, les artisans continueront, mais le robinet peut être fermé par les pouvoirs, comme le Congo l'a encore fait en janvier dernier, où il y a eu 40 morts répertoriés et 60 disparus dans les fosses communes. Avant, puisque nous ne sommes pas là... Nous ne faisons pas un débat Congo. Oui. Sinon, on va... Parce que c'est le pays africain que je connais, évidemment. Sinon, on va être parti. Haroun l'avait dit, je crois qu'il y a une vraie réflexion à engager à ce niveau-là, parce que là où il y a une manne qui a besoin d'images, qui a besoin de son pour faire vivre son business, ben, il est normal qu'il y ait de la redistribution derrière. Mais je pense que, vous savez, moi je suis convaincu d'une chose, le spectateur, la population africaine aime ses créateurs. Et je le dis absolument pour flatter personne, je le constate. Allez dans les quartiers populaires, allez dans les villages au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Tchad, etc., etc. J'essaie de proposer des architectures très contemporaines. Et ce travail-là, j'ai réussi à le faire avec un certain succès dans les villages, parce que c'est facile de faire du vernaculaire dans les villages, et il y a encore de la cohésion, le village appartient aux villageois, donc les villageois peuvent projeter le village et le fabriquer en quelque sorte. Et j'ai toujours une petite frustration, parce que c'est presque impossible, enfin je pensais que c'était impossible de faire du vernaculaire, mais dans la ville. Parce que la ville appartient aux décideurs et aux politiques, et les gens n'ont pas vraiment la main sur l'espace urbain. Ce qui fait que le village fonctionne, par exemple, juste pour montrer en quelques points, c'est grâce à des lieux, à des moments et à une expérience longue, ce que j'appelle le temps. Les lieux, c'est tout ce qui est un peu d'initiation, où on regroupe tous les jeunes à des moments donnés dans la vie du village, où ils sont initiés ensemble, on détecte le potentiel de chacun des jeunes et on les oriente vers tel ou tel métier, etc. Les moments, c'est tout ce qui est rituel, que ce soit fêtes traditionnelles, mariage, etc., qui sont des moments de cohésion dans le village, qui font que le village se parle et le village peut faire le bilan de l'état des savoirs et s'engager dans une aventure de transformation du village. La troisième chose, c'est l'expérience. On est au village.
village depuis très longtemps, son père, son grand-père ayant été aussi, ce qui fait qu'on connaît bien le cadre de vie et on peut avoir une emprise dessus. Ces trois choses n'existent pas dans la ville. Il n'y a pas de moment dédié à la cohésion dans la ville. Il n'y a pas de lieu dédié à travailler ensemble, à transformer la ville. Et il n'y a pas ce temps-là. Personne n'est en ville depuis plusieurs générations. On ne se parle pas, on ne connaît même pas son voisin, etc. Et puis en 2012, j'ai identifié dans le développement des nouvelles technologies une petite niche que j'appelle la niche du collaboratif. Et là, j'ai vu des dispositifs qui permettaient de créer des moments, des lieux et le temps long, mais en contexte urbain, qui pouvaient donc créer des conditions du village dans la ville. Les moments, c'est tout ce qui est barcamp, hackathon, qui sont des moments de rencontre qui se développent beaucoup dans le monde des nouvelles technologies, où les gens se retrouvent, décident d'un thème et le travaillent très rapidement. Les lieux, c'est tout ce qui est Fab Lab, espace d'innovation, coworking space. Et le temps long peut être remplacé par des technologies en open source, comme OpenStreetMap, qui permettent très rapidement de connaître le cadre de vie et d'avoir une prise dessus. Donc l'idée, c'est de mutualiser ces dispositifs-là qui rappellent le village pour faire du vernaculaire à l'échelle de la ville. Oui, parce que c'est vrai que depuis ce matin, nous parlons de grands centres aussi, de grands centres urbains. Ici, il s'agit aussi quand même de s'intéresser, on l'a déjà souligné plusieurs fois, ce n'est pas réservé aux capitales ou aux grandes métropoles, il faut pouvoir évidemment prendre en compte tout l'espace d'un pays. En l'occurrence, vous parlez aussi de l'aspect philosophique que cela rencontrait, à savoir de ne pas introduire la nouvelle technologie comme un élément d'extranéité, mais plutôt comme le coller, le faire coller, l'expliciter par les valeurs traditionnelles. Exactement. En fait, nous, on fonctionne un peu comme un principe de sélection. On ne prend pas toutes les technologies, on prend des technologies qui, d'après nous, fonctionnent un peu comme des musées. Des technologies dans lesquelles on peut retrouver des modes de fonctionnement qui sont très africains, en tout cas qui ne nous agressent pas. Donc on choisit les technologies comme les barcamps, les Fab Lab, etc., on les implémente. Et dans ce qu'on produit aussi dans l'expression, parce qu'il n'y a pas que la dimension patrimoniale, il y a, dans l'expression, on essaie de développer des technologies qui nous ressemblent, qui sont des technologies natives. Et donc le premier projet qu'on a réussi à concrétiser, c'est un projet d'imprimante 3D. Mais c'est une imprimante 3D qu'on a choisi de faire avec les ressources qu'on a localement. Alors d'abord, permettez-moi de vous remercier Pascal d'avoir pensé à moi pour venir vous parler de la Bosnie-Herzégovine, puisque l'Institut français, ça n'est pas que Sarajevo, c'est d'abord une ambassade avec un conseiller, et puis deux antennes en fédération, donc en Herzégovine, et une autre en République serbe de Bosnie. Donc ça veut dire effectivement une approche politique plus complexe, puisqu'effectivement Sarajevo, c'est la capitale de cet État. Mais encore faut-il savoir de quoi on parle quand on parle de cet État de Bosnie-Herzégovine, puisque comme vous le soulignez à juste titre, ce pays, tout à l'heure on parlait de jeunes États de 25 ans, la Bosnie-Herzégovine a moins de 20 ans, on va dire. Les accords de Dayton aujourd'hui sont célébrés d'une certaine façon aux États-Unis. Aucun État membre présent en Bosnie-Herzégovine n'a souhaité développer une célébration, quelque chose autour des accords de Dayton, parce que Dayton a provoqué une partition, a bloqué un territoire dans cette partition, et puis aujourd'hui évidemment on a du mal à se sortir de cette situation-là. C'est quoi déjà la Bosnie-Herzégovine? Si vous me le permettez très rapidement, je remercie d'ailleurs celles et ceux qui sont restés, parce qu'on a eu un vent de panique, on s'est dit dernière table ronde de dimanche, aïe aïe aïe. Mais bon, on a vraiment des courageux et merci à vous. La Bosnie-Herzégovine, c'est au regard de ce que dit l'UNESCO sur la question effectivement de la promotion des diversités culturelles, c'est un laboratoire parce qu'on est effectivement dans un pays de grande diversité culturelle. C'était évident à Sarajevo, on le sent, mais on est aussi dans un pays à forte revendication d'exception culturelle selon l'endroit où on est, si on est serbe, si on est bosniaque, si on est croate. Et puis aussi, c'est un pays qui travaille quelques contradictions liées au fait que, par exemple, la constitution de Bosnie-Herzégovine n'entend que 3 peuples constitutifs de cet État, qui, entre parenthèses, n'a pas d'hymne. On a un hymne qui est une musique, on n'a pas de parole. Et quand des Croates de Croatie rencontrent des Croates de Bosnie-Herzégovine, on a des interprètes. Donc on voit bien que, sur la question culturelle, on est bien sur quelque chose qui est aujourd'hui immensément intéressant, profondément tabou, difficile à comprendre, et où la société civile, qu'on a beaucoup évoqué, peut éventuellement jouer un rôle. Alors nous, en tant qu'Institut français, notre idée, c'est déjà de sortir
de tous les clichés qu'on a retrouvés lors des commémorations du premier conflit mondial. On a eu en 2014 une activité extrêmement forte, toute la presse est venue à Sarajevo, et on avait le sentiment très fort que les gens, comme les touristes qui viennent à Sarajevo, viennent pour un tourisme dit de guerre. Donc on vient voir ce qui a failli nous arriver. Et ils ont pris le ciel en rentrant en disant « Mon Dieu, pourvu que ça ne nous arrive jamais ». Et donc il y a cette valeur sentimentale d'une guerre européenne qui nous touche parce que ça s'est passé en Europe, et en même temps quelque chose qui s'appelle la réserve des Indiens qu'on vient voir et on rentre chez soi. Notre travail est de combattre cette idée-là, de faire en sorte que d'abord la France puisse agir, comme le disait Jean Villard, avec nonchalance quand on parle de questions de culture. Donc on est un petit peu sur d'autres enjeux, et avec l'UNESCO, la France a fait un don d'1 million d'euros à la Bosnie-Herzégovine, qu'elle a confié à l'UNESCO en tant qu'opérateur délégué, pour reconstruire 3 sites culturels qui ont été détruits pendant les inondations de 2014. Et curieusement, quand la presse est venue, elle parlait beaucoup du premier conflit mondial, des mariages mixtes, de la guerre de 4 fois. Or, les gens étaient sous l'eau, littéralement, avec une véritable catastrophe écologique, une destruction totale du tissu social en Bosnie-Herzégovine. Donc ce million, aujourd'hui, nous le travaillons avec la Bosnie-Herzégovine, avec l'UNESCO, de 2 façons. La première, si vous me permettez cette trivialité, le gros d'argent part à la reconstruction de ces centres, ces 3 centres. Et puis 100 000 euros sont consacrés à la formation, au renforcement des fameuses capacity building de la société civile, la capacité à pouvoir se réinscrire dans un paysage européen, la capacité à pouvoir être plus stratège que tacticien. Investir un lieu culturel traditionnel, allons plutôt sur un lieu neutre en termes d'image, et essayons de développer une série d'activités de sensibilisation et d'appropriation des technologies dans un lieu de ce type-là de mixité sociale. Avec une seconde question qui nous animait au départ, c'est la question de la citoyenneté européenne. Alors, on parlait dans les débats précédents de l'espace Europe par rapport à l'espace notamment nord-américain ou africain. L'espace Europe aujourd'hui est extrêmement diffus. Il n'y a pas eu d'intégration européenne, il y a notamment des nouveaux adhérents, il y a eu très peu d'intégration culturelle de ces pays. Aujourd'hui, ici en Europe de l'Ouest, on a très peu de connaissances de ce qui se passe en Lettonie, en Estonie, dans des pays comme la Croatie, voire des pays aujourd'hui frontières de l'Union, comme la Bosnie, voire dans des enclaves russes dans le territoire de l'Union européenne, comme Kaliningrad, qui est une grande ville de l'histoire européenne. Et donc, pour nous, c'est poser la question, comment est-ce qu'on peut travailler sur cette citoyenneté européenne en utilisant les outils numériques. Et donc ça, on l'a fait par un système de mur-écran qui est intégré dans le Café Europa et qui nous permet de nous connecter avec une dizaine de villes européennes qui sont plutôt des villes petites et moyennes, puisque notre objectif dans le cadre de Mons 2015 était de traiter de ce qui se passait et de la manière dont on peut travailler sur des villes petites et moyennes par rapport à ces enjeux numériques et la culture. Du point de vue générationnel, et je reposerai la même question dans un instant à notre premier témoin, du point de vue générationnel, est-ce que l'utilisation alors de ces lieux numérisés qui mettent cet outil à disposition, est-ce que c'est très marqué en termes générationnels? Je veux dire, est-ce que c'est l'espoir de la génération montante qui est née avec des pseudopodes digitaux et les autres qui se disent bon, c'est un autre monde qui s'est ouvert dans lequel nous n'avons pas de place? Je vous pose la question parce qu'évidemment c'est toute la question du mariage avec les valeurs traditionnelles et la façon dont on amène la chose dans le discours. Je pense que ça dépend comment vous imaginez le lieu et le lieu de médiation, la gouvernance de ce lieu. Et c'est à partir de ces marqueurs-là que vous pouvez élargir le champ de personnes touchées. Et l'objectif, évidemment, c'était de ne pas en faire un lieu geek, un lieu unigénérationnel où on aurait touché des gens schématiquement entre 15 et 30 ans, par exemple. Donc là, il y a évidemment toute une stratégie, déjà, je l'ai dit tout à l'heure, dans le fait de créer un lieu neutre, qui va, par exemple, attirer des pensionnaires d'un home pour personnes âgées qui est à 500 mètres de ce lieu, et qui n'aurait peut-être pas poussé la porte d'un théâtre, peut-être pas poussé la porte d'un opéra, peut-être pas poussé la porte d'un musée, parce que c'est un lieu qui est ouvert, qui est... Est-ce que ça leur parle d'eux? Parce qu'en fait, ici, ce qu'on cherche à voir aussi, c'est dans quelle mesure cette diversité
culturelle, la promotion de la diversité culturelle peut être faite dans ces lieux-là également. Est-ce que c'est un lieu qui leur parle dans lequel ils se retrouvent, dans lequel ils se voient, ces générations-là? Alors, je pense qu'aujourd'hui, on est quand même dans des approches, notamment, et c'est vrai dans Café Europa, qui sont plus des approches top-down, où vous allez venir avec une série de propositions et vous dire est-ce que je vais attirer du public et est-ce que ce public va se reconnaître dans ce que je propose. Dans Café Europa, il y a toute une réflexion dans la gouvernance du lieu, où finalement, l'objectif n'est pas de proposer une programmation top-down, une programmation faite par une direction artistique vers des cibles finales, mais c'est une gouvernance collaborative, où finalement, on parlait tout à l'heure beaucoup de société civile, on travaille avec des acteurs de la société civile, des associations, des regroupements, des communautés de personnes, qui elles-mêmes amènent leur propre public. Et donc, la gouvernance du lieu est partagée, puisque ces différentes associations, ces différentes communautés amènent elles-mêmes une partie de leurs activités.